Ok, ben je vais commencer par une petite présentation des webinaires et de la Soframie. Et après, Kathleen, je te laisserai la main pour présenter tes diapositives et s'en suivra le webinaire. Du coup, on a la chance d'avoir deux intervenants aujourd'hui. Du coup, on va en profiter. Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire de la Soframie. Merci d'être présents ce soir. Euh, Pour ceux qui sont là pour la première fois, la Soframie, c'est la Société française de médecine en milieu isolé. Je vous invite à scanner le QR code si vous voulez retomber sur le tout nouveau site qui permet d'avoir toutes les informations à propos de la médecine en milieu isolé, toutes les dernières informations également, nos actualités, que ce soit pour le diplôme universitaire de médecine en milieu isolé qui est réalisé à Caen chaque année depuis l'année dernière. Et également pour, par exemple, les offres d'emploi en milieu isolé et l'actualité de la communauté et des fois des brèves scientifiques en plus. Globalement, pourquoi faire une société française de médecine en milieu isolé? C'est parce que la France a un territoire qui est large en réalité, avec les dom-toms, mais aussi historiquement avec des territoires d'outre-mer et plus reculés. Et tous ces milieux, par leur isolement, par les contraintes météorologiques, demandent de mettre en œuvre des moyens et des techniques qui peuvent être différentes que celles qu'on retrouve en intra-hospitalier. Euh, Tout ça demande une préparation, une adaptation qui est particulière et la Société française de médecine en milieu isolé se veut du coup réunir tous ces acteurs pour finalement qu'émergent des retours d'expérience, des partages de connaissances et à terme également des recommandations de bonnes pratiques et de la recherche scientifique pour toutes ces spécificités qui sont assez à part de ce qu'on peut retrouver habituellement dans chacune de nos spécialités. Aujourd'hui, on va parler du coup de comment débuter son exercice en milieu isolé, tout ce que ça peut entraîner. Et pour ça, on a du coup deux intervenants. Kathleen Cornec, qui a brillamment réussi son diplôme universitaire cette année de médecine en milieu isolé et qui s'est intéressée notamment dans son mémoire à la légitimité des soignants à partir exercer dans ces milieux. On a également Dr Mathieu Coudreuse, qui est urgentiste à Bayonne et qui a beaucoup exercé notamment en médecine embarquée. Je vais en profiter pour laisser la main à Kathleen qui va pouvoir nous partager son diaporama et hop, et on va pouvoir commencer du coup ce petit échange. Pour les questions, le mieux c'est d'attendre la fin de la présentation. Vous pouvez les poser dès lors dans le chat. Je les ferai suivre dès la fin de la présentation. Et à la fin, si c'est possible, notamment s'il y a plusieurs questions, faites par un principe de lever la main. C'est une petite option qu'il y a juste en bas du diaporama. Et ça permettra que je vous laisse la parole à tour de rôle sans que personne ne se coupe. Eh ben, Hop. bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Kathleen Cornec, je suis interne en médecine d'urgence. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez voir mon diapo. Je ne sais Normalement, pas tu as si les je peux. droits désormais et tu peux faire, tu as un petit onglet partager qui va te permettre de partager ton diaporama. Oui, alors, il faut que je fasse la manipulation. Pardon de ne pas avoir anticipé cet événement. Tac. Hmm. Je vais Est-ce que trouver, hein. parfait. Malgré mon âge relativement jeune a priori, je suis censée pouvoir. Là, vous voyez mon écran, hein, évidemment. Euh, Pas encore. Pas encore, super. Attendez, ne paniquons pas, je vais trouver une solution. Ça devrait être OK. Parfait. C'est bon. Tu peux le mettre en grand écran et ce sera Ouais, parfait. Merci à toi.
vous le voyez bien. Alors là, pour le coup, ça, c'est un diapo que j'avais préparé, enfin, que j'avais en tout cas pour débuter plutôt dans le cadre donc, du DU de médecine en milieu isolé que j'ai passé cette année sur la première édition. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré les deux autres intervenants et notamment le docteur Coudreuse qui nous a fait pas mal de cours et qui nous a pas mal partagé son expérience de la pratique de la médecine en milieu isolé. Et donc on avait donc un travail à faire, notamment un mémoire à la fin pour conclure ce DU. Moi j'ai choisi de parler un petit peu du sentiment de légitimité que pouvaient avoir les jeunes, ou en tout cas le manque de légitimité des jeunes professionnels, notamment surtout des soignants à partir exercer en milieu isolé. Je m'étais un petit peu attardée globalement sur tout type de profil et tout soignant qui partait exercer en milieu isolé. Mais on se rend compte, en fait, en recherchant un peu plus et puis en étudiant un peu plus la question, que toutes ces problématiques-là, elles intéressent plutôt les jeunes. Donc, ceux qui ont en fait une expérience qui est un peu plus réduite du milieu isolé. Voilà, moi je suis interne en médecine d'urgence. Pour le coup, je suis très claire dès le début, j'ai pas d'expérience de la pratique de la médecine en milieu isolé. Mais par contre, je m'intéresse beaucoup au sujet parce que j'aimerais, comme je pense la plupart des jeunes qui sont présents avec nous, le faire, pouvoir partir exercer une médecine qui est par définition du coup une médecine dans laquelle on ne va pas pouvoir appliquer bah, voilà, les recommandations et la pratique de la médecine habituelle qu'on connaîtra dans un milieu qui aura pléthore de moyens. J'aime beaucoup le préhospitalier, du coup, je suis interne en médecine d'urgence. Et puis j'aime aussi beaucoup m'intéresser globalement au ressenti des gens et à ce que les gens peuvent vivre et ressentir quand ils traversent de nouvelles expériences. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet de mémoire. Euh, voilà, mais globalement, c'est ce qui a été déjà présenté dans le début de la présentation, hein, globalement sur la sophramie. Le cadre dans lequel on va discuter là, c'est quand même appliqué à une médecine qui est au final dans un lieu où, comme on l'a dit, il est impossible de respecter l'organisation habituelle des soins et des recommandations des sociétés savantes. Et ça intéresse au final plein de milieux différents, que ce soit à la fois en fait des territoires qu'on imagine, comme on a vu la base du Mont d'Urville au milieu de l'Antarctique, ou les dispensaires de Nouvelle-Calédonie ou des îles nord de Polynésie, où en effet l'isolement géographique induit cette pratique en milieu isolé. Mais au final, on s'est rendu compte, notamment à travers les différentes interventions qu'on a pu avoir lors du DU et des présentations, que le milieu isolé, ça intéresse aussi plein d'autres formes en fait de pratiques et que c'est absolument pas une pratique qui est forcément dans des îles paradisiaques ou dans des déserts ou dans des montagnes. Ça intéresse aussi même le centre de la France, au milieu de la Creuse, où globalement, bah, on ne peut pas faire une médecine qui est basée exclusivement sur les recommandations des sociétés savantes, puisqu'en fait, ben, c'est pas possible. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut, voilà, on s'adapte. Et puis, au final, ce que je voudrais vraiment partager, c'est que la médecine en milieu isolé, c'est une pratique qui n'est pas simplement celle voilà, des grands espaces et puis des îles paradisiaques et puis de la banquise. C'est vraiment applicable au final à plein de choses. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il ne faut pas oublier. Je pense que, je sais pas si Mathieu, tu avais déjà quelque chose à rajouter sur la définition simple et du cadre dans lequel on parlait, enfin, on discutait ce soir. Je voulais juste dire que on avait un peu imaginé ce webinaire sur une conversation simple entre Mathieu et moi, puisque moi, je suis vraiment la partie naïve de toute expérience, alors que Mathieu, pour le coup, en a beaucoup. Et ce qui nous semblait très intéressant, c'était de vous partager nos discussions et toutes nos réflexions qui sont quand même nombreuses. Oui, je partage ce que tu as présenté, Kathleen. Je crois que la médecine isolée, ça ne se résume pas à certaines idées qu'on s'en fait, puisque tout le monde, quand on veut partir, faire de la médecine ailleurs, on s'imagine une médecine isolée comme on la rêve ou telle qu'on la fantasme. Mais il y a effectivement plein d'activités différentes qui se pratiquent dans des secteurs qui sont isolés. Et effectivement, c'est relativement vaste et parfois on peut
On peut s'imaginer les choses et finalement, on manque une partie de cette médecine et potentiellement, à travers la sophronie, à travers les sciences, on s'aperçoit que il y a plein de lieux de pratique et qu'on peut peut-être trouver quelque chose qui nous convient plus et visiter ces différents modes d'exercice, c'est potentiellement trouver quelque chose qui va nous donner envie. Et effectivement, il faut quand même balayer un petit peu les choses. Et l'intérêt de rencontrer des gens, d'en discuter, c'est effectivement de voir quelles sont les pratiques, hein. Ça va de la Mm. médecine complémentaire sur une île en passant, mais même sur l'île, sur des îles d'ici, hein. Le médecin à Ouessant, il pratique une forme de médecine en milieu isolé. Quand les tempêtes sont là et qu'il n'y a plus de bateaux, plus de vecteurs aériens, c'est compliqué. Mais là, il peut avoir une pratique qui ressemble à quelqu'un qui travaille dans une île en Polynésie ou en Calédonie. Il y a de la médecine embarquée, il y a même la médecine aérospatiale, on peut se poser la question. Il y a beaucoup de pratiques différentes et que ce soit le médecin, l'infirmier, même des agents de santé sur certaines petites îles polynésiennes, il y a de la pratique très diverse et variée et très différentes façons de la faire. Et du coup, il y en a pour tous les goûts aussi, et pour tous les types de pratiques. Donc, c'est ça qu'il faut, je pense, bien souligner. Euh, Ensuite, je m'étais plutôt intéressée à, on va dire, qui a tendance à partir exercer en milieu isolé. Et globalement, de ce que j'avais un peu étudié et retrouvé, c'était qu'il y avait quand même peu de données épidémiologiques sur qui étaient ces gens qui décidaient de partir exercer en milieu isolé, oui, isolé. Et en plus, la plupart des études sont plutôt orientées vers ce qu'on appelle la médecine humanitaire plutôt. Là, c'est un cadre un peu différent. On va essayer de se contenter en tout cas, l'humanitaire, c'est quand même encore une pratique qui est différente, qui reste de la médecine isolée, hein, mais ça reste des conditions qui sont différentes. Mais globalement, les seules études qu'on a un peu, c'est plutôt des études américaines qui s'orientent plutôt vers la médecine humanitaire. Et c'est plutôt basé sur les recrutements en fait, des ONG et tout ça. Et on voit qu'il y a quand même déjà une diversité des profils et des métiers aussi, que ce soit, ça peut être des IDE, des IAD, des sages-femmes, des médecins, des chirurgiens. Au final, il y a quand même un panel de personnes et de métiers qui décident de partir exercer en milieu isolé et surtout à exercer une médecine qui est très diversifiée en fait et très spécialisée en fonction des lieux. Il y aura des demandes parfois beaucoup plus importantes de tout ce qui est lié à la petite enfance et à la médecine de la femme, et parfois d'autres dans des contextes différents, notamment les contextes un peu plus de conflit, où ce sera la chirurgie qui sera plus demandée. Et globalement, cette année, on a quand même, il y a un des étudiants du DU qui a décidé d'essayer un peu d'analyser quels étaient en fait, qui était le soignant un peu typique qui partait exercer en milieu isolé. Et de son étude, on est ressorti que globalement, c'était un homme relativement jeune, célibataire et sans enfant. En tout cas, de l'étude un peu épidémiologique et des profils qu'on avait des inscrits à la Sophranie actuellement. Et ça ressortait quand même un petit peu, mais il y avait quand même une diversité assez importante, notamment dans l'âge, ce qui était assez chouette. Il y a des profils au final de gens qui s'intéressent à la médecine en milieu isolé, avec des gens qui sont très expérimentés, avec un âge plus proche, on va dire, de la retraite que de l'internat. Et puis vraiment des métiers et des spécialités différentes. Donc on avait quand même des IAD, des infirmiers, des IDE, une sage-femme. Enfin voilà, il y a vraiment quand même des choses assez diversifiées. Il y avait même un médecin du travail qui s'intéressait beaucoup à ça. Euh, je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'au final, là, on va parler plutôt des jeunes et de ce que ça peut faire de partir et quelles conditions et pourquoi et comment. Mais en fait, il n'y a pas que des jeunes qui partent exercer en milieu isolé, il y a vraiment tout type de profil et ça, c'est important, je pense, de le rappeler. Et globalement, moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, mais je pense que ça, voilà, ça demandera un vrai travail et une vraie étude particulière, c'est plutôt d'essayer d'établir les profils psychologiques des gens qui décident de partir exercer en milieu isolé. Est-ce qu'on fait partie d'une petite niche de gens qui ont un type de personnalité un peu différent des autres? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ce serait un sujet qui serait hyper intéressant à étudier. Voilà, et globalement, je me suis dit, bah maintenant, voilà, je suis jeune ou non, mais en tout cas peu expérimentée et je veux partir. Je me suis posé un peu des questions. Déjà, la première question que je me suis posée, c'est je pars où? Comment je fais et surtout où je décide de partir? Est-ce que je décide de partir dans un lieu que je connais? Alors, a priori, ce serait l'idéal, un lieu adapté à quoi? À mon expérience, à ma pratique. A priori, moi, je suis urgentiste.
Est-ce que je vais plutôt aller exercer dans un milieu où il y a un centre de soins, de consultation non programmée, ou alors au final, je vais me retrouver quand même à faire de la médecine générale que je maîtrise beaucoup moins. Et ça, c'était ma première interrogation. Et puis, globalement, en discutant déjà un petit peu avec Mathieu, on se rend compte que ce que j'ai bien compris de nos discussions, c'est que globalement, l'idéal, c'est quand même un lieu qui est déjà qui est adapté et qui est connu, si c'est ça, c'est le must du must, mais globalement, c'est quand même plutôt rare. Et surtout, ce qu'il faut bien faire, c'est plutôt se renseigner sur les structures qui existent sur place et sur le type d'exercice qui est fait sur place. Et c'est aussi pour ça que on a un peu essayé enfin, la Soframi a essayé de mettre en place un réseau de discussion entre ceux qui connaissent et ceux qui veulent partir pour pouvoir échanger sur, ben, ok, on nous présente un lieu particulier, qu'est-ce qui se fait vraiment sur place et à quoi on a accès. Et tout ça, c'était des petites questions. Au final, je pense qu'on peut en discuter avec Mathieu, mais je pense que c'est très important initialement d'avoir des informations sur les structures en place, sur le réseau auquel on a accès quand on part exercer là-bas. Notamment, est-ce qu'il y a un réseau de spécialistes qui est déjà mis en place et auquel cas, quels sont les contacts? Est-ce qu'on a accès à une télémédecine? Est-ce qu'on a accès à un appel facile au centre 15 et est-ce que les régulateurs du centre 15 nous aident facilement? Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est déjà quelque chose d'hyper important quand on part en tant que jeune, en tout cas. Le De où est partir très dans un important parce lieu. que le où va déterminer la typologie de la pratique qu'on va avoir à faire là où on sera. Et le où peut être très très divers et très très varié. Et effectivement, l'intérêt, je suis jeune, je veux partir. Moi, j'ai envie de vous dire, je veux que vous partiez pour avoir envie de repartir. Et la première expérience est souvent très importante et doit être réussie. Et effectivement, savoir dans quel lieu je vais, ça interroge aussi pourquoi je pars, dans quel lieu je vais et quelle pratique je vais avoir. C'est la première question à se poser. Et pouvoir s'y projeter, c'est forcément se mettre en contact avec ce qu'on fait pour voir si le lieu où j'ai envie d'aller, peut-être celui dont je rêve, est-ce qu'il est vraiment adapté aujourd'hui à ma pratique, mon niveau et mes aspirations. Et quand je discute avec des gens qui veulent partir des jeunes, première expérience, c'est la première question qu'on se pose. Bah, peut-être que ce type de lieu-là n'est pas forcément le plus adapté pour une première expérience. Nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui vont avoir il y a des gens qui partent une fois qui ne repartent pas. On se pose des fois beaucoup la question. Alors, ça peut être pour des raisons personnelles, mais des fois, c'est que l'expérience n'a pas été concluante parce que peut-être que le lieu et la pratique, c'était pas celle qu'on a imaginée. Et il faut, à un moment donné, quand on imagine un lieu, on imagine une pratique, il faut que le lieu dans lequel on va aller, il se rapproche le plus de nos aspirations pour finalement avoir la plus belle expérience. Donc, le où est la première question et le où ne doit pas se décider tout seul. Attention aux annonces qui vont vous vendre un où paradisiaque, mais l'envers du décor n'est pas forcément ce qu'on avait imaginé. Et moi, j'ai eu beaucoup de jeunes qui sont partis et qui ont fait une très mauvaise expérience parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils ont eu. Et donc, je pense que le préalable, c'est de voir où je mets les pieds. Donc, le où, c'est où je mets les pieds. Et pour savoir où je mets les pieds, il faut que je rencontre des gens qui y sont allés. C'est ça. Et du coup, c'est là où le réseau de la Soframi peut être vraiment hyper intéressant, hyper utile, comme tu dis. Et moi, je me suis aussi un peu projetée en me disant, bah ok, je pars dans un endroit précis. Et puis surtout, je me suis vraiment dit que ça pouvait être hyper intéressant de savoir comment on exerçait sur place, quel était, mais c'est des choses très pragmatiques en fait, de savoir par exemple comment, déjà, est-ce que j'ai un collègue qui sera, moi je serai médecin, donc je vais peut-être avoir l'appétence pour savoir est-ce que j'ai une infirmière qui est tout le temps avec moi? Est-ce qu'il y a un autre collègue médecin qui vient me remplacer et on tourne? Ça, c'est des conditions d'exercice qui me semblent quand même importantes à savoir avant de partir. Vraiment dans l'idée où on se projette et on se dit, OK, mais en fait, est-ce que moi, je suis capable d'être, entre guillemets, d'astreinte et disponible 3 semaines d'affilée? Ben, c'est des conditions aussi à voir, est-ce que nous, on se sent capable de le faire et surtout avoir les informations avant de partir. Ça, c'est pas toujours évident, j'imagine, d'avoir des informations précises, surtout quand on est conditionné par quelqu'un d'autre qui viendrait de telle et telle période
Et au final, on se rend compte qu'il décale un petit peu. Enfin, il y a plein de petites choses un peu pragmatiques auxquelles aussi il faut, je pense, avoir certaines informations, tout en gardant une adaptabilité, évidemment, pour pouvoir partir. Mais je crois que c'est quand même des choses qui sont importantes. Le rythme, le fait d'être seul, c'est quand même des choses, des données importantes. Et en parallèle de ça, donc à la fois un peu les accompagnements, on va dire, humains, et puis aussi, je pense que ce qui est important, c'est de savoir quels moyens j'ai sur place. Une question toute bête, mais auquel il faut penser, est-ce que j'ai accès à Internet? Parce que, ben, voilà, encore une fois, Mehdi calcule et le QT corrigé, ben, en fait, sans Internet, il va falloir le savoir le faire tout seul. Et c'est des petits détails, mais en fait, la dotation, c'est très important aussi, savoir quelle dotation on va avoir sur place. Je pense que c'est une donnée qui semble importante. Est-ce qu'on a accès à des véhicules et quel type de mission? Est-ce que notre rôle, ce sera aussi de faire du transport de patients? Tout ça, c'est des petites questions qui semblent, en tout cas pour moi, assez importantes, des données à avoir avant de partir et avant de décider du lieu d'exercice et dans quelles conditions. En fait, je pars où, mais je pars aussi pour faire quoi et avec quoi et avec qui sur place. Ça, c'est vrai, c'est de le où va entraîner quel type d'exercice, quelles conditions d'exercice. La première condition importante, c'est est-ce que je serai seul ou est-ce que je serai à plusieurs professionnels et quel type de professionnel? C'est-à-dire qu'effectivement, travailler au petit hôpital de Nukuiva au Marquis, ça reste un travail en milieu relativement isolé, parce que les Marquis sont quand même très très loin de l'hôpital support de Papeete. Mais on a un chirurgien, un anesthésiste, donc il y a autour de moi un certain nombre de praticiens et je n'ai pas un exercice seul, donc je vais me rapprocher d'un exercice que je connais et j'aurai recours facilement à un ami qui sera physiquement présent à côté de moi. Si je me retrouve tout seul sur un navire, dans une base antarctique, je suis seul. Seul, ça veut dire quoi? C'est que si je pars de moi, je suis le seul médecin pendant 2 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute la durée de ma mission. Et donc, effectivement, bah, ce n'est pas du tout la même donnée, c'est pas du tout la même, les mêmes conditions. Il faut y être quand même préparé. Certains centres médicaux, on va vous vendre, il y a deux, trois médecins, mais en discutant avec les gens, vous allez percevoir que vous allez finir tout seul. Et donc, effectivement, on vous vend des fois un exercice multiple, mais la carence de médecins fait qu'en milieu isolé, des fois, c'est compliqué de trouver des médecins. Et on peut se retrouver tout seul et bah, forcément bah, finir d'astreinte un peu tout le temps, travailler beaucoup et pas avoir trop de collègues à qui parler quand on est en difficulté. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est une vraie donnée à prendre en compte parce que travailler seul, c'est avoir quand même un certain bagage et savoir qu'effectivement, on va peut-être être plus en difficulté, même si aujourd'hui, avec l'accès Internet, etc., je peux avoir appel à un ami, enfin, la communication. Mais malgré tout, à l'instant T, je n'aurai pas forcément le temps et il va falloir que je sois capable de faire des choses. Donc ça, c'est une première chose. Les conditions d'exercice, c'est quels moyens? Et effectivement, tu le dis à juste titre, c'est qu'est-ce qu'on va me donner comme matériel? Et j'ai envie de vous dire, ce qu'on va me donner conditionne ce qu'on attend de moi. Moi, quand j'ai débarqué la première fois dans mon centre médical, une petite île calédonienne au large dans le Pacifique, eh bien, quand je suis rentré dans la petite sauve qu'il y avait, j'ai dit waouh, j'avais tous mes jouets d'urgentiste. Mais j'avais un respirateur, je pouvais faire de la vénie, je pouvais mettre des drains, je pouvais faire de l'entraînement externe, j'avais beaucoup de choses. Et je me dis, ils attendent beaucoup de choses de moi. Parce que si j'ai tout ce matériel-là, c'est qu'effectivement, ben, il faut quand même que je sois capable de mettre en œuvre, peut-être pas tout, mais au moins une partie, et il y a des attendus. Et alors, à l'impossible, nul n'est tenu, et je dis souvent, ben, voilà, il faut savoir s'arrêter aussi et pas aller dans des zones où on va se mettre en danger. Mais effectivement, moi, quand un jeune me dit, bah, tiens, j'aimerais bien aller là, je dis la première chose, renseigne-toi. Est-ce que tu seras tout seul? Est-ce que tu es médecin généraliste ou est-ce que tu auras un urgentiste, par exemple, parce que ça facilite? Et le médecin urgentiste qui va vouloir aller à un endroit, je lui dis, bah, renseigne-toi. Est-ce que tu es seul? Parce que la médecine générale, c'est une spécialité. Tu ne sais pas forcément la faire. Est-ce qu'il y a un médecin généraliste qui sera avec toi pour t'aider? Et pareil pour l'infirmier. Est-ce que j'aurai une activité seule sans médecin? Est-ce que je serai infirmier en seul protocolisé avec de la télémédecine ou est-ce que je travaillerai dans un centre médical avec un médecin? Est-ce qu'il est d'astreinte et moi de garde? Enfin, tout ça, ça va conditionner quand même effectivement le savoir-faire que vous devrez avoir le jour où vous partirez si vous avez choisi ce ou-là avec ces conditions d'exercice-là. Donc c'est vrai qu'il y a quand même plein de petites infos à avoir. Et
c'est des infos quand même qui sont pas toujours évidentes, je trouve, à obtenir précisément. Ou encore une fois, comme tu disais, on nous vend quelque chose qui n'est pas exactement ça en fait. Ça, c'est un sujet, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il faut aussi se méfier de ça, voilà, de sous couvert de la pénurie de médecins, bah, en fait, parfois, est-ce que les annonces sont toujours très cadrées et puis correspondent vraiment au travail sur place? Parfois, c'est pas le cas. Donc, il y a aussi ça, je pense qu'on en discutera tout à l'heure, mais il va falloir aussi se méfier de ça. Et je me suis aussi posé la question de je pars où? Je trouve que ça conditionne aussi, je soigne qui? Quel type de population? Est-ce que je suis hyper à l'aise en pédiatrie? Moi, j'ai fait 6 mois. Globalement, j'ai pas vu beaucoup d'enfants graves. Alors, moi, j'ai eu la chance d'exercer aussi dans un territoire qui gère des migrants. Donc, il y avait un petit peu d'exercice de pédiatrie chez des patients qui étaient défavorisés. Donc, bon, voilà, on avait des tableaux très différents et une pédiatrie très diversifiée. Et la matière de niveau 3 permettait plein de choses. Mais je me suis dit, mais en fait, moi, est-ce que je me sens légitime à exercer, à faire énormément de pédiatrie, alors que concrètement, ben, j'ai un minimum d'expérience, mais honnêtement, je pourrais jamais dire que je suis forte en pédiatrie, c'est pas le cas. Par contre, je sais évaluer la gravité, mais voilà, je fais pas de médecine générale et je fais pas de pédiatrie au quotidien. Et il y a parfois ben, des endroits où ce qu'on va me demander de faire, en fait, c'est ça. Et pareil pour la gynéco, pareil pour l'ophtalmo. Et on en discutait sur nos petits, voilà, sur nos petites réunions qu'on avait fait aussi entre nous. Par exemple, je suis pas dentiste. Et puis, alors dans le DU, ça c'est vraiment génial. On nous a donné des bases de dentisterie, ce qui est hyper chouette et hyper intéressant. Mais franchement, ben, franchement, enlever une carie, c'est pas si instinctif que ça, quoi. Et quand on est tout seul, ben, est-ce qu'au final, la cellulite à point de départ énorme, ORL et tout, ben, est-ce qu'en fait, il n'y a pas une indication à aller faire un geste et tout ça? Ben, tout ça, c'est des petites choses. Ok, je vais soigner qui? Quelle population? Est-ce que c'est une population qui est connue pour avoir de gros facteurs de risque cardiovasculaire? Est-ce que je saurais probablement gérer ça, que ce soit le quotidien et le chronique et l'aigu en parallèle? Et tout ça, c'est des questions au final où je me suis dit, ben, je pars où conditionne aussi, je vais soigner qui? Est-ce que je vais soigner dans un bateau de croisière des personnes avec voilà, un niveau socio-économique très important qui est souvent corrélé avec une exigence énorme? Alors moi, ça n'influera, enfin, personnellement, ça ne va pas influencer ma médecine par rapport à un milieu isolé autre, mais par contre, bah, la pression, elle est un peu différente. Et c'est toujours pareil. Est-ce que je vais me retrouver au milieu d'une plateforme pétrolière à soigner des gars qui ont quand même vraiment vécu des conditions un peu difficiles et qui sont habitués aux conditions météorologiques difficiles? C'est pas pareil que soigner de la pédiatrie sur les îles du nord du enfin, voilà, aux alentours de la Polynésie française, quoi. Et je me suis vraiment dit, il y a vraiment une corrélation quand même importante entre je pars où et je soigne qui. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça aussi et se renseigner, toujours se renseigner aussi avant. Effectivement, la population que vous allez avoir à gérer, elle peut être très variable. Et on citait bah, un navire de croisière, peut-être un navire de croisière de luxe. C'est vrai que c'est une population qui va être différente, avec une pression différente, avec une prestation qui intègre bah, des choses que vous n'avez pas l'habitude d'intégrer parce qu'il y a une relation de clientèle quand même. Ça va être complètement différent que d'aller sur une plateforme offshore où vous allez avoir des professionnels quand même triés, bien suivis sur le volet, mais qui vont présenter de la pathologie, peut-être aussi du travail, Politique et et en du fonction de votre travail. type d'activité, que de soigner ben, des Polynésiens ou des Calédoniens dans des îles avec aussi leurs croyances, le rapport que vous allez avoir avec eux, leur médecine traditionnelle, et il va y avoir aussi une rencontre entre deux pratiques. Et il va falloir être capable d'avoir la tolérance et l'écoute pour arriver à s'insérer. Donc, vous allez devoir vous adapter à votre population. Et c'est pas elle qui va s'adapter à vous. Et surtout que le problème, en plus, il faut vous dire, hein, c'est qu'ils n'ont que vous. Aujourd'hui, en France, si le médecin ne vous convient pas, vous pouvez aller voir son confrère, aller voir un autre, avoir un deuxième avis. Là, ils n'ont que vous, et donc bah, ils vont faire avec vous. Et ils n'ont pas le choix. Moi, je dis souvent, attention, eux n'ont pas le choix, donc vous avez, vous, à vous adapter à eux parce que bah, s'il n'y a que vous et vous ne pouvez pas décider comme ça d'être intransigeant sur plein de choses. C'est parce que il faut développer une médecine qui va Mm. s'adapter à eux parce que eux, ils ont leurs croyances, ils ont tout ça, ils ont leur mode d'exercice, ils ont de pratique de la médecine et du rapport à la médecine qu'il faut intégrer. Donc c'est vrai que c'est important aussi de se rappeler que bah, quand on est sur un navire, quand on est tout seul, eux, ils n'ont pas le choix.
Et donc, on doit fournir quelque chose à la population qu'on a, quelque chose d'adapté. C'est clair qu'il faut aussi prendre ça en compte. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans le webinaire. Et puis, il y a la question, je pars où? Est-ce que je pars en France avec un diplôme français qui, a priori, fonctionne si j'obtiens mon diplôme, enfin, si on obtient chacun notre diplôme, ou alors est-ce que je pars l'exercer à l'étranger? Euh, la première question, je crois qu'on s'était aussi, on a eu tout un petit truc sur les aspects légaux et tout, ça c'était hyper intéressant, un petit peu angoissant parfois, mais de se dire, bah, en fait, mon diplôme déjà, il est valable où? Il est valable dans quelles conditions? Et est-ce que je suis sous l'égide du Bon Samaritain, auquel cas, globalement, je ne sors aucun médicament? Mais en fait, ça, c'est des choses aussi contractuelles et savoir quelles sont les bases législatives. Alors, je pense qu'on va aussi un peu en reparler après, mais je crois que c'était hyper important d'évoquer le sujet, de se dire, OK, je pars où? Mais je pars sur un territoire dans lequel est-ce que mon diplôme est valide, valable en tout cas, et, euh, et, et, et par exemple, il y a des conditions d'exercice qui dépendent, OK, du lieu, hein, par exemple la médecine embarquée, mais aussi de où je suis sur le globe. Et en fait, je ne vais pas pouvoir exercer pareil à quai qu'au milieu de la mer, dans des eaux territoriales françaises ou autres, en fait. Et ça, c'était vraiment quelque chose, je pense que c'est indispensable de se renseigner sur la question. Et en parallèle de ça, on nous avait dit de bien lire les contrats et qu'on pouvait aussi se demander conseil à des spécialistes un petit peu dans ce genre de choses, mais qu'il fallait vraiment faire attention à quel type de contrat on avait et voilà, les RCP, tout ça. Ça, c'est des choses, je pense, qui sont hyper importantes et je ne sais pas si tu as un peu plus de recul sur l'aspect légal, toi, Mathieu, là-dessus. Bah, il faut se rappeler que vous avez une activité de médecine dans un lieu donné et que ça reste une activité qui est encadrée et qui vous êtes toujours sous le risque d'avoir un problème médico-légal et d'avoir effectivement Mm. l'erreur peut être partout, le mécontentement peut être partout, la plainte peut être partout, de l'Américain dans la croisière au Calédonien dans son île, hein. Mm. L'île calédonienne, elle est quand même sous le coup d'une loi qui se rapproche de la française. Donc il faut pas penser que c'est parce qu'il y a des cocotiers qu'on est protégé et qu'on fait de la médecine humanitaire, entre guillemets. Ouais, C'est c'est pas ça. ça. Vous êtes quand même sous couvert d'un certain nombre de choses. Et même les humanitaires, ils ont quand même la déontologie et plein de choses. Et donc il faut faire attention de là où on met les pieds. Effectivement, la reconnaissance du diplôme, mais en général, quand vous avez affaire à un employeur, il va quand même contrôler voilà, que votre diplôme est en accord avec ce qu'il vous fait faire. Mais il faut se méfier. Et avoir effectivement un contrat qui va vous couvrir en termes de RCP, sachez que ce n'est pas si simple que ça et que tous les assureurs ne vous suivront pas sur toutes les pratiques. Donc ça, c'est important, savoir si votre employeur va vous couvrir déjà et si vous avez accès à une RCP personnelle qui va vous couvrir dans ce type d'activité. Et ça, effectivement, aujourd'hui, bah, il faut contacter son assureur et négocier avec lui qui vous couvre dans tel ou tel type d'activité. Et tous ne le font pas. Donc c'est important de faire attention. Mm. Donc voilà, il faut être aussi un petit peu calé en assurance, en droit. Et pareil, comme toujours, hein, mais je crois que c'est un peu le maître mot de cette conf, c'est se renseigner au préalable. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose auquel il faut vraiment faire attention, quoi, parce que pour le coup, se retrouver en prison parce qu'on a voulu partir exercer en milieu isolé, c'est quand même dommage. Sachant que l'erreur est humaine et que les erreurs, on en fait tous, hein. Donc, loin de moi l'idée de juger quelque pratique que ce soit. Ensuite, je me suis dit, ben, je pars où? Ok, je me suis posé plein de questions. Et maintenant, je pars quand? A priori, on s'adresse quand même à des jeunes soignants qui souhaitent partir. Bah, ok, mais je pars quand? Je pars une fois que j'ai eu mon diplôme ou alors en France, en tout cas, en tant que médecin pendant l'internat, on a la possibilité de faire une disponibilité. Euh, Est-ce que c'est mieux d'avoir mon diplôme avant? Est-ce que je peux partir et en final me dire, bah ouais, mais mon expérience, en fait, faut que je me la fasse si je veux avoir de l'expérience. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux la faire le plus tôt possible? Est-ce qu'il faut se donner un peu de temps? Et tout ça, c'était des vraies questions que je me suis posées. Il y a aussi quid de la licence de remplacement, où au final, ben, on n'est pas thésé ou pas encore thésé, puis on exerce avec notre licence de remplat. Voilà, je sais que enfin, nous, ça se fait en médecine d'urgence, ça se fait pas mal, et en médecine générale aussi, ça se fait pas mal. Ben, du coup, qu'est-ce que je fais de ça? Quand est-ce que je pars? J'avoue que j'ai un petit peu, voilà, je me suis dit que avant l'équivalent de quelques années, en tout cas, je sais pas si ça existe
au niveau paramédical, je ne sais pas quelles sont les équivalences, mais en tout cas, je pense que c'est quand même important d'avoir un minimum eu des expériences hospitalières ou en libéral, en tout cas de la pratique de la médecine, et même dans le milieu paramédical. Voilà, je pense qu'on pourrait se dire, est-ce que l'équivalence, et je ne sais pas si c'est possible en réalité, d'exercer un ou deux, enfin de faire 1 ou 2 ans d'école et puis après de prendre une pause. Est-ce que à ce moment-là, c'est légitime de partir exercer et revenir après pour finir? Je ne sais pas si c'est possible dans le paramédical, mais voilà, en tout cas, moi, je me suis posé la question sur mon parcours personnel d'internat, qui peut-être correspond à quelques parcours des gens qui sont présents sur ce webinaire. Mais vraiment, est-ce que en fait, c'est mieux si je prends ma dispo et que je pars 6 mois exercer en milieu isolé, puis qu'après je reviens, que je passe ma thèse parce que bon, voilà, va falloir s'y coller. Et puis voilà. Mais je pense que c'est une vraie question et je sais pas si toi, tu as un peu de recul là-dessus. Je pense avoir une petite idée de ta réponse, mais globalement, c'est une vraie interrogation parce que, il y a l'aspect législatif et légal. Et en parallèle de ça, ben, quid de est-ce que c'est mieux d'avoir de l'expérience tôt ou est-ce qu'il faut se donner un peu de temps? Alors, je vais faire une réponse un peu de normand. Ça dépend vraiment de où on va aller. Parce qu'effectivement, il y a des endroits où un jeune médecin va pouvoir, parce qu'il est dans un endroit plus sécurisé, parce qu'il n'est pas tout seul, il va pouvoir faire une belle expérience, même avec peu de pratique. Mais il faut savoir qu'en médecine isolée, dans les lieux où on va l'exercer, on se met forcément un petit peu plus en danger. Il y a des lieux où il faut vraiment, et moi j'ai beaucoup il faut vraiment être prudent et il faut faire ses classes avant d'aller s'exposer. Et des fois, on a trop l'impression que, effectivement, c'est ce que je disais, je suis dans une île paradisiaque, je peux y aller, c'est pas grave, c'est un peu les vacances. Et finalement, bah, je me retrouve à faire avec un manque d'expérience, avec une certaine solitude. Et puis peut-être que le médecin qui est avec moi, finalement, on est deux, trois, mais on est tous avec très peu d'expérience. Et donc, c'est dangereux. Moi, j'ai souvent mis un peu l'accent là-dessus sur certains centres médicaux en Calédonie en disant à ceux qui embauchaient, attention de ne pas mettre les jeunes tous ensemble et de les exposer. Il faut aussi avoir un peu de pratique. Et donc, je pense qu'il faut savoir faire ses classes pour certains milieux, comme d'autres où, effectivement, bah, moi, j'ai eu à un moment donné un interne qui venait faire un SASPAS en Calédonie, dans un petit milieu isolé, qui a fait une très belle expérience, mais qui n'était pas tout seul, parce qu'il était avec un autre médecin qui l'avait en tant que maître de stage. Donc, c'est vrai qu'il y a différents lieux. On peut faire une expérience, mais je mets un vrai bémol, attention où on va. Et il ne s'agirait pas de griller ou de commencer sa carrière par une mauvaise expérience parce qu'on s'est mis dans un milieu qui est un peu à risque. On s'expose et on n'a pas encore assez d'expérience pour vraiment être capable de se sortir de situations un peu plus complexes ou des points de vigilance en étant plus seul. Et donc, effectivement, il faut vraiment se renseigner et demander à ceux qui sont passés est-ce que c'est compatible avec mon expérience, c'est-à-dire mon niveau d'expérience. Et donc, attention de ne pas aller vous mettre en difficulté, même s'il y a des cocotiers et que la plage est belle. Non, ben, ça répond quand même en partie à la question et au final de ce que tu ressors, mais au final à chaque fois qu'on a des discussions, c'est quand même se renseigner, ne pas se mettre en danger et favoriser l'expérience, sachant que quand même Mathieu, je parle pour les autres, mais il est quand même très ouvert à plein de types d'expériences, hein. Il n'y a pas que la pratique en médecine isolée. Au final, on se rend pas compte, mais les stages qu'on fait et puis plein d'autres, il y a plein de moyens d'acquérir de l'expérience sans partir à l'autre bout du monde, hein. En France, il y a déjà énormément de choses à faire, donc voilà, il y a des petites expériences et même les petites expériences, elles sont bonnes à prendre. Euh, et ensuite, je me suis dit, bah, je pars où? Je pars quand? Ok, ben, je pars comment? En fait, comment je fais maintenant pour me dire, bon, allez, let's go, je pars? Bah, déjà, j'appelle qui? Alors, moi, personnellement, je pense que j'appellerai Mathieu. Mais globalement, quel type de structure et qu'est-ce qui existe pour se lancer? Et alors, moi, je suis vraiment là pour poser des questions. Et globalement, de ce que j'ai un peu regardé quand même, c'est qu'il y a des organisations un petit peu officielles qui sont plutôt orientés vers la médecine. Soit ce sera des recrutements sur place de préfecture ou de mairie ou de choses officielles qui vont dépendre d'une sectorisation territoriale. En parallèle de ça, il y a aussi toute la médecine humanitaire qui fait partie de la médecine isolée, mais qui n'en est pas tout, qui n'est pas tout de la médecine isolée. Et on se rend compte quand même que quand on cherche en fait des pratiques comme ça, très vite ça s'oriente vers l'humanitaire. Alors que voilà, nous on insiste quand même sur le fait que la médecine isolée, c'est pas que la médecine humanitaire. Il faut vraiment être assez clair là-dessus. Et puis en parallèle de ça, ben, on se rend compte en fait dès qu'on s'intéresse un petit peu
au domaine, qu'on s'inscrit sur le site de la Sophranie, qu'on adhère à l'association, que on fait le DU, et ben en fait on se rend compte qu'on rencontre des tas de gens qui ont aussi des liens ou qui proposent, ou qui connaissent des gens, qui cherchent des gens. Et au final, on se rend compte que le bouche à oreille, dans ce milieu-là, c'est encore, j'ai l'impression, enfin, mon ressenti, c'est un peu ça quand j'entends, voilà, au début, les gens qui parlaient, et ben au final, très vite, on se rend compte qu'on rentre dans un réseau de recrutement, puisqu'au final, c'est des gens qui, au quotidien et dans leur pratique, ont au final une expérience de contrat à durée déterminée, qui vont enchaîner en fonction de comment ils se sentent, de comment ils veulent rentrer en métropole, comment ils veulent repartir. Et au final, il y a vraiment un continuum et une relation très importante. On se rend compte dans ce petit réseau et dans ce petit milieu qu'est la médecine isolée. Et franchement, c'est pas fermé, c'est plutôt ouvert. Et notamment, bah, voilà, la création de la Sophranie montre bien le fait que voilà, ça se veut ouvert et ça se veut s'exposer et faire profiter aux autres, au final, à tout type de médecins ou de paramédicaux pour aller exercer en milieu isolé. Et je crois qu'en fait, le bouche à oreille, de ce que je comprends et de ce que je vois, c'est au final le meilleur moyen. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Mathieu, mais ça permet aussi d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, de toujours essayer de se renseigner et de contacter les gens. Mais au final, quand des gens qu'on connaît nous connaissent aussi et qu'on crée un lien comme ça de recrutement, ben, je trouve que c'est quand même plus humain et peut-être même plus sain en fait qu'une page web qui annonce une fiche de poste qui correspondra plus ou moins à ce qu'on aura au final dans la vraie vie. Oui, la Sophrami est née de ça initialement. Moi, je me souviens, l'idée avait germé parce que j'avais fait plusieurs postes un petit peu isolés et je me percevais que je rencontrais toujours les mêmes et que les gens avec qui je discutais, ils avaient déjà fait autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et que finalement, une vraie communauté. Et l'idée de la Sophrami initialement, c'était de réunir cette communauté-là. Et moi, j'aime beaucoup dire la Sophrami met en relation ceux qui veulent faire, ceux qui font et ceux qu'on fait. Tu as pu voir au DU un médecin qui a fait beaucoup d'expériences à Wallis et Futuna dans le Pacifique et qui, arrivé à la retraite, fait le DU par plaisir. Mais c'est un gars qui est passionnant et qui a une très très belle expérience. Et effectivement, bah, c'est quelqu'un qui peut vous parler avec passion de la Calédonie, de Wallis et Futuna et tout ça, et donner envie de partir et bien expliquer ce qu'on fait. Donc là encore, le réseau et la puissance des choses. Et effectivement, il faut taper aux bonnes portes pour avoir les réponses à ces questions. C'est comment je pars, avec quoi je pars, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme bagage, qu'est-ce que j'emmène même, hein, ça veut dire qu'est-ce que je mets dans ma valise. Hein. Ça va jusque-là des fois, parce que moi je discute avec des médecins qui partent en Calédonie notamment, et qui me disent qu'est-ce que je mets dans ma valise. Donc voilà, qu'est-ce que je vais avoir là-bas, est-ce qu'il faut que j'emporte des choses, etc., etc. C'est pragmatique, hein. Franchement, je pense que je m'imagine, moi, la veille de mon départ, à me dire, ah, bah, qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? J'espère que j'aurai un peu anticipé. Mais Kathleen, oui, en Mathieu, effet, on va oui. pas tarder à boucler, ouais. Je vous laisse Oui, chef, c'est la finir gardienne les du temps. petits. Ah, ok. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur plein d'autres sujets, mais moi, il y a un truc qui me tenait quand même particulièrement à cœur, c'était quand même d'évoquer en parallèle voilà, de je pars où, je pars quand, je pars comment, je pars avec quel bagage. Et on en a beaucoup discuté avec Mathieu, et quand je parle de bagage, je parle évidemment de ce qu'on disait d'expérience et quels outils on peut mettre en place pragmatiquement sur, en fait, l'expérience, ça veut dire quoi? Et puis, est-ce qu'il y a des petits tips, des petites choses à prendre avec soi qui pourraient nous aider? Et moi, en faisant un peu le compte de tout ça, je me suis dit qu'il y avait quand même, on en parlait beaucoup, il y avait les aides cognitives, où globalement, c'est vraiment des petits rappels qui peuvent être très utiles sur des tas de choses en médecine et qui sont hyper importantes et qu'on utilise en fait vraiment au quotidien, même en métropole. Faire attention vraiment à la connexion Internet parce que globalement, on a beaucoup, beaucoup de choses sur nos téléphones portables. Il faut du coup de l'électricité et Internet. Et puis, en parallèle de ça, moi, je m'étais vraiment dit, ben, faut partir avec ce qu'on sait utiliser. Et ce qui, au final, revient assez souvent en ce moment, c'est bah, voilà, le stéthoscope, le classico, hein, le matériel classique, euh, l'autoscope, tout ça. Mais au final, on se rend compte que petit à petit, et ben, le nouveau stéthoscope, en tout cas de l'urgentiste, c'est l'échographe. Et puis, on en parlait un petit peu du fait qu'il y avait beaucoup d'échographes qui pouvaient se miniaturiser. Bah, la question principale, déjà, c'est de dire est-ce que j'aurai un échographe sur place? Mais au-delà de ça, bah, en fait, est-ce que je sais faire des échos? Des échos qui seront jamais des échos de radiologue, mais nous, on pratique quand même pas mal l'échographie clinique.
Et tout ça, c'était des choses quand même qui me paraissaient assez importantes à évoquer. Sachant qu'au final, je pense personne n'a la prétention de savoir faire des échographies parfaites quand on est urgentiste, ou même quand on est médecin généraliste et qu'on s'intéresse à l'échographie. Mais en fait, c'est toujours un outil de débrouillage. Et en parallèle de ça, moi, je voulais juste évoquer le fait que on parlait d'expérience tout à l'heure, et moi, j'ai ce sentiment d'en avoir peu ou pas assez, parce que ben voilà, je suis interne, je fais mes classes, comme dit Mathieu. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que en fait, c'était possible aussi à côté, et c'est vrai que ça demande aussi un effort qui suppose aussi faire un peu à côté aussi de son parcours d'internat, c'était d'aller voir un médecin généraliste et de lui dire, en fait, voilà, moi je suis urgentiste et franchement, j'aime la médecine en milieu isolé. Bah, est-ce que déjà je peux venir 2 semaines avec toi juste pour regarder ce que tu fais? Certes, je l'ai fait pendant l'externat, hein, mais ça fait longtemps et surtout, ben, j'ai plus du tout les mêmes visions et les mêmes préoccupations maintenant. Et en fait, d'exercer un petit peu de médecine générale, de simplement voir et il y a plein de petites choses comme ça à faire. Et pareil, aller voir l'anesthésiste au bloc et lui dire, bah, excuse-moi, mais est-ce que ce serait OK si je viens tous les matins pendant une semaine, juste pour ben, passer du temps avec les IAD et qui m'apprennent un peu des petits tips, des petites choses qui pourraient m'être utiles parce qu'en fait, moi, mon objectif plus tard, c'est de partir exercer en milieu isolé. Et c'est des choses, au final, on se rend compte que les spé dans les hôpitaux, du moment qu'on se présente en tant que médecin, mais que ce soit médecin thésé ou interne ou autre, et ben en fait, dès qu'on a, voilà, on contacte, on fait les choses bien et en fait, les gens, ils sont hyper ouverts à juste nous montrer et à enseigner leur médecine à eux. Et souvent, même les spécialistes, hein, on se rend compte que franchement, moi, j'ai des collègues urgentistes qui sont allés voir des cardiologues en leur disant, bah, s'il te plaît, je peux venir en consulte avec toi parce que franchement, les écho-cœurs, j'ai vraiment du mal et en fait, les cardiologues, ils sont hyper contents. Et je crois que en fait, même ces petites expériences-là, c'est des choses qui sont déjà importantes et qu'en fait, on peut se donner les moyens d'acquérir de l'expérience autrement et avant de partir exercer en milieu isolé. Je sais pas ce que toi, t'en penses de ton côté, mais Oui, je oui, crois que c'est oui, bien sûr, important. il faut se préparer et c'est un projet qui doit se mûrir. Je pense que comme il faut un peu de place à la discussion, je vais essayer de conclure autour de ça parce qu'il y a encore plein de choses et j'espère que la Oui, il y a discussion mille va choses à dire, hein. Franchement, j'avoue, Oui, 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 mais mais on a Léa qui va nous gronder. Donc, oui. ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, la première question, c'est pourquoi je pars? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? C'est pourquoi je pars. Quelles sont mes motivations? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est l'expérience médicale différente? Voilà, ces questions-là, il faut les mettre sur un papier. Une fois que je vais savoir pourquoi je pars, il faut se demander, ben, derrière, c'est effectivement où je pars, pourquoi faire? Pour aller y faire quoi au niveau professionnel? Quelle expérience je cherche. Et une fois qu'on a trouvé ça, ben, il faut trouver le où. Et c'est là où, ben, effectivement, aller rencontrer les professionnels, ben, ça va être là et ça va permettre de mûrir ce projet-là. Et une fois qu'on a trouvé le où, c'est comment je m'y prépare. Puisque le où va déterminer quel type d'exercice vous allez avoir et effectivement quels sont les bagages que vous devez avoir et quels sont potentiellement les prérequis minimums. Et c'est Ouais. pareil, c'est des gens qui ont exercé qui vont vous le dire. Et une fois que vous aurez bouclé tout ça, ben, vous allez partir. Et j'espère que vous partirez. C'est quand même des très très belles expériences. Ça enrichit à la fois sur votre pratique médicale. Vous refaites de la sémiologie de manière beaucoup plus conséquente, hein. On est bien plus pauvre je dirais, en examen paraclinique, en biologie et en imagerie, et vous allez vous apercevoir que vous faites de la belle médecine. C'est très gratifiant, c'est des très belles expériences, c'est des rencontres humaines, à la fois avec vos collègues, parce que le milieu isolé, on est très solidaire, mais à la fois avec les patients que vous allez soigner, parce que comme je vous ai dit, oui, ils ont vraiment que vous, et le lien va être important. Et n'oubliez pas que vous partirez pour faire de la médecine. On voyage, certes, on fait des bons voyages. Moi, j'ai fait des voyages magnifiques en médecine embarquée, mais j'avais d'abord un travail à faire avant de profiter. Et c'est très important de ne pas oublier que vous partez pas que pour voyager ou pour faire aussi une belle expérience de lieu, mais aussi pensez d'abord que vous avez un travail à faire et c'est important, vous le devez à vos patients et aux gens qui vont compter sur vous. Voilà, je pense que ça, si Kathleen, je pense que ça peut conclure. Et Bah puis, ouais, après, voilà, moi je m'étais vraiment intéressée en parallèle de ça, juste au sentiment de légitimité. C'est quand même le sujet de mon mémoire. Je vous en parle juste 30 secondes. Et globalement, moi je me suis vraiment dit que moi, pauvre petite Kathleen de Cornay, que interne de médecine d'urgence, et ben j'avais vraiment du mal à me sentir très légitime, à me dire, bah allez, go, je pars, je suis solo.
et en fait c'est ok, et puis ça pose de problème à personne. Moi en tout cas, c'est des réflexions que j'avais vraiment eues au quotidien, et je me suis un petit peu intéressée à la légitimité professionnelle. Je vais pas vous refaire tout le truc parce que franchement c'est pas la question aujourd'hui, mais je voulais vraiment insister sur le fait que tout le monde, en tout cas dans le DU, est venu un peu après. On a beaucoup discuté. Je trouve que ça a ouvert beaucoup de discussions sur ce sentiment en fait de légitimité, et on se rend compte que ça atteint beaucoup de soignants qui partent exercer en milieu isolé. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que vous avez aussi ce sentiment un peu de manque de légitimité à vous dire, mais en fait, est-ce que franchement, moi, je suffis à aller exercer là-bas tout seul? Et ben en fait, on a quand même un peu réfléchi sur la question. Il y a ce côté syndrome de l'imposteur, et ça, c'est important de l'analyser. Il y a une échelle qui existe, c'est l'échelle de Clance, pour prendre conscience personnellement de ce genre de choses. Mais au final, on se rend compte qu'il y a un terrain qui est un petit peu global, et c'est des choses à prendre en compte de manière plus globale. Et ce qui c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment des facteurs risques. Et surtout, on se rend compte qu'en fait, il y a des ressources. Il faut déjà s'évaluer soi. Et en plus, à parallèle de ça, il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place pour se sentir un peu plus confiant dans notre pratique en médecine isolée. Et puis, donc on parlait de la télémédecine et des avis des spécialistes. Ça, souvent, ça permet d'avoir un peu de confiance dans ce qu'on fait. Et c'est surtout, voilà, il y a des formations, il y a des choses qui existent. Et je crois que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ce qu'on sait faire et surtout de ce qu'on ne sait pas faire. Et que ce soit OK, en fait. Moi, je ne sais pas faire de chirurgie, je ne sais pas faire de dentisterie. Et en fait, c'est OK parce que c'est pas mon taf. Mais en même temps, ben, il faut juste avoir l'aide et les recours possibles à côté. Et en fait, c'est pas grave, et on n'est pas moins légitime à partir. Voilà, il faut simplement avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses. Voilà. Euh, on parlait aussi juste un tout petit point sur, je voulais conclure sur quelque chose d'important. C'était sur le lien qu'il fallait quand même garder avec ses proches, avec la métropole, parce que globalement, bah, la médecine isolée, c'est pas que les patients qui sont isolés, nous aussi on est isolés. Et c'est important de garder un lien, que ce soit localement, de garder des contacts avec les gens. Et comme disait Mathieu, c'est une expérience humaine qui est a priori incroyable. J'espère découvrir ça bientôt, mais je crois que c'est hyper important de garder un lien assez important et prégnant avec ses proches, avec le quotidien, et pas oublier que ben on part, si on part pour fuir quelque chose, quand on revient, ben, c'est toujours là. Donc il faut aussi analyser pourquoi on veut partir. Et voilà, maintenant, s'il y a des questions, c'est tout à fait OK. Je vais t'enlever le diaporama pour revenir. Enfin, Léa, tu veux revenir là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, si je peux parler de partage, et ben, je peux faire arrêter le partage. Oui, Ça c'est marche. parfait. Ok. Et Kathleen, du coup, comme tu parlais notamment de la légitimité, ces outils pour se sentir plus légitime, pour aller au-delà de ce syndrome de l'imposteur, pour toi, ce seraient lesquels les principaux à utiliser Ben, de ce que j'ai un petit peu étudié, je crois que la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience déjà. Et pour ça, il y a l'échelle de Clance, c'est une échelle d'évaluation. Donc, il y a deux échelles, elles sont adaptées en auto-évaluation et hétéro-évaluation. Et surtout, dans toutes les études qui datent, enfin, en fait, ça date quand même des années de 1900, enfin, fin 1900, ça fait bien 20-30 ans au final que ça a été étudié, voire même un peu plus, 40 ans. Globalement, de discuter avec les pairs, donc avec des gens qui ont a priori un travail et une expérience qui est un peu similaire à la nôtre. Et c'est ça qui permettrait, en fait, globalement, de pouvoir se sentir validé. Mais vraiment, le syndrome de l'imposteur et ce manque de légitimité, c'est vraiment des mécanismes aussi de personnalité qui ont tendance à avoir une faible estime d'eux-mêmes, avec des vrais facteurs de risque étudiés, globalement, être premier de fratrie, avoir un parcours qui est peu conventionnel. Par exemple, typiquement, je dirais un premier de fratrie qui a fait un droit au remords de... d'une spé vers une autre et qui décide de partir exercer en milieu isolé alors que de base, bah, il n'a pas trop confiance en lui, c'est un peu un terrain, on va dire, un peu propice à ce manque de légitimité. Il y a vraiment des outils, et je crois que se tourner vers l'autre, c'est la clé. S'évaluer et se tourner vers l'autre et discuter avec les autres, c'est la clé, je pense, pour essayer de vaincre petit à petit ce truc-là. Voilà. Parfait, merci. On a Laura Collinet qui demandait pour un premier exercice, est-ce qu'il fallait mieux exercer en tant que salarié ou libéral? Moi, j'ai envie de dire, il y a pas, c'est ce que j'ai répondu, c'est qu'il n'y a pas de franche différence.
assurantielle, puisque l'exercice salarié, vous avez probablement une protection de l'employeur qui peut être un peu plus importante qu'en milieu libéral, et on le sait tous, hein, les RCP ne sont pas les mêmes si on est en libéral ou si on est salarié. Euh, c'est vraiment, ça dépend vraiment de quel type d'entreprise ou de structure vous prenez en charge. Et je ne pense pas que ça doit être un frein, si ce n'est être sûr qu'au niveau assurantiel, vous allez être couvert. Euh, voilà. Maintenant, s'il y a un exercice libéral qui vous va dans tel type d'activité, pourquoi pas? Est-ce qu'on avait Jean-Pierre d'autres? nous disait qu'il y avait quatre qualités essentielles pour exercer un milieu isolé. Capacité d'adaptation, c'est certain, puisque forcément, on va se retrouver dans une situation où on va devoir s'adapter. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Écoute, oui, parce que on va rencontrer une population et on va traiter potentiellement beaucoup de choses du milieu isolé. C'est aussi écouter les personnes, même les soignants, l'isolement, le caractère loin dans certaines. Moi, j'avais beaucoup dans mon équipage des gens qui étaient 8 mois embarqués sans avoir vu leur famille, etc. Donc, l'écoute à avoir par rapport à ces gens-là, on est un petit peu leur soutien, hein. Et c'est vrai que dans les tafs, sur le recrutement du médecin, ils font très attention au profil psychologique parce que on doit tenir, puisqu'ils comptent sur nous. Curiosité, ça, c'est vraiment partez pour être curieux. Et je pense que vous êtes curieux quand vous voulez partir. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi cette interrogation. Et globalement, c'est des gens qui ont cette curiosité de l'autre et puis d'un exercice différent. Et compétence, et ça, effectivement, il faut être compétent, puisque j'ai dit, et je vous le redis, les gens vont compter sur vous. Et donc, il faut leur offrir une médecine de qualité. L'humilité a été rajoutée après, et je pense que ça, c'est ce que je disais, c'est la base pour moi pour être soignant. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas tout le temps le cas. Ok. On a Guillaume qui demande à quel point et comment peut-on se former sur l'urgence en milieu isolé quand on est généraliste? Je pense qu'il faut vraiment avoir un bagage. Alors, ça dépend de la pratique, forcément, c'est toujours pareil. Si je suis avec des médecins urgentistes, quelle est ma distance par rapport à l'action d'un SMUR éventuel? C'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures, c'est 12 heures, c'est plusieurs jours. C'est aussi en fonction un petit peu de ce que vous allez rencontrer. C'est là où je vous ai dit le où et les conditions d'exercice vont conditionner de quel bagage j'ai besoin d'avoir. Et forcément, si vous êtes tout seul, il va falloir être capable de développer un certain nombre de choses en termes de médecine d'urgence, puisque vous serez l'urgentiste en même temps que le généraliste, que le soutien psychologique, que tout ça. Donc, c'est vraiment dans quoi je vais mettre les pieds. Moi, j'avais tendance à dire, par exemple, j'avais un médecin, ce médecin un généraliste qui m'appelait, me disait, moi, je voudrais faire de la médecine embarquée. Je dis, bah oui, il y a des endroits où tu peux faire de la médecine embarquée avec peut-être une médecine embarquée plus proche côtière, où les temps en mer sont pas loin, où tu es à portée d'hélico, où effectivement tu vas avoir accès rapidement à quelqu'un qui va venir t'aider sur une urgence un peu grave. Effectivement, c'est pas la même chose que d'être en Antarctique à 10 jours de tout, et c'est 10 jours ou rien. Et donc là, effectivement, il va falloir être effectivement plus, je dirais, plus solide sur la partie urgence. Donc, il y a plein de formations. Dans le DU, on approche aussi un petit peu la partie urgence, même si on ne remplacera pas une formation d'urgentiste, mais avoir des notions. Moi, il y a des médecins que j'ai vus me dire, bah, je vais venir un peu aux urgences parce que j'ai besoin de pratiquer un peu, refaire un peu de suture, apprendre quelques tips avant de partir. Voilà, voilà, on fera pas de nous, on fera pas d'urgentistes des généralistes, ni de généralistes des urgentistes dans ce cadre-là, mais il faut avoir un peu des compréhensions et des compétences des uns et des autres, quoi. Et Est-ce c'est ce qu'il que y a, j'allais il y a- dire. Pardon. J'ai l'impression que c'est quand même OK, enfin, de ce que moi je vois, et il y a quand même des généralistes qui exercent aux urgences. Et je crois que c'est vraiment, comme dit Mathieu, enfin, bon, Mathieu, il a un exercice avec des responsabilités et puis il peut prendre des décisions pour les autres. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois, moi, c'est vraiment, c'est OK, en fait, de simplement se présenter face à un chef de service et lui dire, voilà, je suis généraliste. Par contre, j'aimerais bien petit à petit appréhender mieux la médecine d'urgence et puis peut-être faire quelques journées déjà en secondé, et puis du coup ça suppose aussi derrière ne pas avoir le financement d'un salaire normal parce que on n'est pas senior responsable aux urgences, et puis en fait petit à petit se rendre compte que les soins externes ça se fait quand même bien, et puis après reprendre un peu la boucle qu'on avait aussi en externat, reprendre des soins longs ou des patients, on va dire des filières un peu plus longues, et puis après aller s'intéresser à ce qui se passe au déchoc. En tout cas, moi, je le fais dans l'autre sens. J'ai l'impression que c'est OK. En tout cas, je me sentirais, je trouverais ça génial, en fait, de voir un médecin généraliste, même qui me senioriserait en me disant, bah voilà, en fait, moi, je suis venue là depuis 6 mois parce que je fais quelques piges à droite, à gauche aux urgences parce qu'en fait, je veux me former un petit
pour partir en médecine isolée. Enfin, je crois en tout cas que, peut-être que je suis un peu naïve, mais en tout cas, moi je trouverais que ce serait une démarche géniale, quoi. Est-ce que selon les milieux auxquels on partirait, il y a des formations qui sont indispensables à faire ou qui seraient fortement recommandées en fonction des milieux? Je sais pas ce que toi t'en penses, Mathieu, mais ils disent C'est quand même des difficile de DU répondre parce adaptés, que hein. c'est effectivement encore, j'ai envie de dire, dépendant du où et quel type d'exercice. C'est vrai que sans faire de la pub pour le DU de médecine en milieu isolé, ça donne déjà un bagage de qu'est-ce qu'on va avoir à faire, quelles sont les différentes problématiques, parler de télémédecine, parler de plein de choses, c'est un premier pas, hein, ça permet de savoir dans quoi on met les pieds. Ça ne remplace pas d'autres formations qui peuvent être des formations courtes parce que faire un peu d'ACLS quand on ne fait pas de médecine urgence régulièrement, ça peut être intéressant. C'est moins quand on est urgentiste, parce que finalement, on sait tout ça. Voilà, c'est difficile de dire quel est le bagage exact. Je vois qu'il y a des gens qui demandent effectivement comment on se les fait financer, c'est compliqué quand on n'a pas effectivement parce que ça, il n'y a pas notre employeur régulier, il va nous dire mais je ne vais pas te financer un DU de médecine en milieu isolé alors que toi tu fais de la médecine urgence hospitalière. C'est compliqué. Je pense que malheureusement aujourd'hui on se finance beaucoup de nos formations et surtout dans ce cadre-là et donc bah, c'est difficile de se faire financer. Maintenant, les formations anglo-saxonnes, je les vois passer là, et effectivement, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent des formations courtes, un peu standardisées, qui plus est, qui ont une reconnaissance internationale. Donc, c'est intéressant d'avoir des fois dans son tour de l'activité, notamment quand on va travailler sur des navires de croisière avec des anglo-saxons à bord, il y a une reconnaissance de ces diplômes. Donc c'est un plus pour certains types d'activités, mais c'est encore pareil. Vraiment, vraiment, le projet doit se mûrir et le où et quel type d'activité va vous guider un petit peu sur quel type de formation. Je vois passer dentisterie. Oui, dentisterie. Il y a des endroits où dentisterie, à bord d'un navire, dentisterie, ça aide. C'est important. C'est pour ça que bah, à la Soframi, on dit qu'il faut qu'on crée un module dentaire d'une semaine pratique. Alors, il y a un premier dégrossi lors du tronc commun, mais la pratique, ça va être savoir arracher une dent, savoir traiter un abcès, savoir faire une anesthésie dans le nerf. Enfin, il y a plein de petits gestes qui vont nous sauver la mise. Moi, je me suis retrouvé avec une dent cassée, mais vraiment cassée, avec ma patte et ma spatule, et je ne savais pas ce que j'allais pouvoir faire. J'ai fait de la maçonnerie de charpentier. Et donc, effectivement, mon résultat n'était pas terrible. Et donc, je pense que j'aurais pu, en ayant des connaissances, peut-être avoir une meilleure réponse et être plus efficace pour mon patient qui s'est cassé la dent. Maintenant, bah, Louis, il a demandé effectivement à avoir des réseaux, d'accès à des réseaux professionnels, des spécialistes. C'est difficile. Alors, je sais que Rennes travaille sur une espèce de plateforme de spécialistes pour des gens dans des milieux particuliers, la fac de Rennes. Donc, il y a des choses qui peut-être commencent à s'organiser. Le CCM pour les embarquer reste effectivement un point qui peut être intéressant, mais bon, avec des fois des limites. Moi, sur la Calédonie, on avait accès à un réseau de spécialistes quand on était dans les petites îles isolées, qui était assez bien avec le CH de Nouméa, qui nous permettait d'avoir un bon relais. Donc, il y a ce qui est créé localement aussi dans votre type d'activité. En Polynésie, c'est pareil, l'accès aux spécialistes de Papet et nous aider. Mais après, il y a tous ces exercices où on est très loin. Et si on n'a rien organisé, ben, des fois, c'est un petit peu aussi notre réseau à nous qui nous sauve la mise. Et moi, je vous avoue que même en médecine embarquée, de temps en temps, je faisais allô mon chir thoracique ou allô mon pneumologue parce que bah, je passais aussi par, en plus d'eux, quand je n'avais pas besoin d'actionner vraiment toute la cascade de spécialistes officiels, parce que je voulais un petit focus qui n'était pas forcément avec beaucoup d'en... Bah, ça peut permettre d'aider aussi. Donc, des fois, on fait aussi. Et c'est là où je reviens sur ce que disait Magali Janteur, c'est adaptation. Puis il y a quand même un peu ce gros quand même réseau qui a été fait et ce gros travail qui a été fait dans les TAF avec le CHU de La Réunion où il y a vraiment un exemple de réseau et en fait c'est possible de le faire. C'est possible de mettre en contact des spécialistes et des gens qui pratiquent en milieu isolé. Après voilà, dans le contexte des TAF et avec des structures comme ça, c'est peut-être facilité, mais en tout cas c'est faisable et ça se fait au quotidien. Donc c'est quand même cool de voir que ça existe quoi. Peut-être qu'un jour, la Soframi créera un réseau de spécialistes. Exactement. Ça, ce serait trop bien. Est-ce qu'il nous reste d'autres petites questions? Vous avez le droit de prendre aussi la parole et d'échanger, hein. C'est pas que par le chat. Non, vraiment, moi, en attendant que les questions mûrissent, mûrissez vos choix et faites votre expérience. Franchement, moi, je vois mes jeunes praticiens et ils ont tous, je leur donne envie de partir des fois parce qu'on échange, parce qu'on discute et il y en a qui sont partis.
Et franchement, il ne faut pas avoir peur. Le premier départ, il est pas évident. Moi, je me souviens du premier départ. Hein, j'y vais et je me suis retrouvé dans le train en me disant, mais qu'est-ce que je fous? Et j'étais parti un petit peu. Alors, j'avais quand même prévu l'endroit, etc. Mais on s'interroge à un moment donné. Et puis on revient en se disant, waouh, j'ai fait une expérience de fou et j'ai envie de repartir. Et vous ferez le premier départ, les autres départs seront plus faciles parce que vous saurez et vous serez adapté. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis parti faire plein de choses différentes. Mais le départ est facile et le retour doit être facile aussi. N'oubliez pas le retour. C'est important, hein, on part pour peut-être s'aérer, peut-être changer un peu d'air, mais il faut savoir revenir. Il y en a qui ne savent pas revenir, il y en a qui partent et qui ne reviennent jamais. Alors parce qu'ils ont peut-être découvert aussi quelque chose qui leur plaît, hein. C'est pas que parce qu'ils se sont perdus, mais il y en a quelques-uns des fois qui se perdent en chemin, hein. On parlait pas mal de la pathologie de l'isolement du soignant avec Magali Janteur, de Soignants des îles. C'est vrai qu'il y a des gens qui se perdent aussi. Et il faut savoir. Moi, j'étais content de me dire que j'étais content de rentrer parce que j'avais quelque chose qui m'intéressait aussi en rentrant au niveau professionnel. Voilà, c'est aussi ça de peut-être avoir son socle, de ne pas se déraciner complètement parce qu'il y a des expats qui ont du mal à se réenraciner. Mais par petites touches ou pour plus longtemps, il faut savoir partir et vous repartirez. Les questions par rapport au DU. Kathleen, tu peux parler du DU, c'est toi qui l'as fait en Alors, moi, je fais fièrement partie de la première promotion du DU de médecine en milieu isolé que j'ai découvert à la congrès de la SFMU avec le président de la Soframi qui est venu nous parler de son expérience en Antarctique et je trouvais ça incroyable. Et du coup, je me suis pas mal intéressée. Et en fait, le contact premier, il se fait avec donc le DU maintenant, il y a une filière un peu plus dédiée, mais avec la faculté de Caen. Donc, il se fait pour le coup en présentiel à Caen pour les choses très pragmatiques. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il est adapté aux gens qui partent exercer en milieu isolé. Et en fait, c'est entre guillemets 3 fois 3 jours. Et c'est condensé. Donc, en fait, on a besoin d'aller à Caen 3 fois dans l'année. Et ça, c'est quand même cool de pas avoir tous les jeudis après-midi. Et puis globalement, ce qui est enseigné, on fait pas mal de choses. C'est vraiment des panels très divers. Il y a des profils aussi qui sont là, qui sont très différents. Il y a des IAD, des infirmiers. Nous, on avait un médecin du travail, comme j'ai dit, c'était trop chouette. Il y a pas mal d'urgentistes et pas mal de médecins généralistes des gens qui ont vraiment zéro expérience comme moi, où on était quelques-uns, des internes, à honnêtement s'être présentés et envoyer une lettre de motivation en disant bonjour, je ne connais rien à la médecine isolée, mais j'aimerais beaucoup en faire. Et au final, c'est des profils qui intéressent a priori et des gens qui ont énormément d'expérience, comme ben voilà le médecin qui exerçait à Wallis-et-Futuna, qui globalement a passé sa vie là-bas, a une expérience de dingue. Et au final, ce qui était très intéressant, c'était les échanges. Et en parallèle de ça, il y a vraiment plein de choses. On a fait des cours de pédiatrie, d'accouchement en milieu isolé, de réanimation néonate en milieu isolé, où on n'a pas grand-chose. Mais à la fois, c'était quand même des sujets qui étaient pragmatiques, avec de la pathologie circonstancielle, de la médecine un petit peu adaptée au conflit aussi, ce qu'on peut rencontrer en milieu isolé et à la fois des choses très pragmatiques, de l'infarctus, comment on gère, au final on se rend compte qu'on fait un peu comme on fait chez nous quand on n'a pas de table de choro. Mais voilà, il y a plein de petites choses et il y avait vraiment des sujets très diversifiés, très diversifiés. On a eu pas mal de spécialistes qui sont venus nous voir, on a parlé de psychiatrie, d'ORL, on a fait de la dentisterie, ça c'était très cool. Et puis après, on a vraiment eu tout un échange à travers chaque travail qu'on a fait pour nos mémoires. Et globalement, alors ça peut-être que Mathieu est un peu plus au courant, mais a priori, il y a quand même une première partie, là je vous parle de la partie qui est censée être le tronc commun théorique. Mais voilà, comme c'est la première année, peut-être que Mathieu va me donner des infos Oui, un on peu adapte un petit peu le nouvelles. contenu. On a appris de notre première session et merci Catherine d'avoir essuyé les plâtres. On s'améliore chaque année, je pense. C'est très chouette. Et puis les formations pratiques se veut, les modules qu'on créera après. Là, on est sur de la dentisterie et de la chirurgie qui va apparaître l'année prochaine. Moi, j'ai vraiment dans l'intention de créer une semaine pratique de modules radio. Hein, j'apprends à me servir d'un appareil de radio parce qu'il y en a énormément, que ce soit dans les navires ou dans les centres médicaux. Comment faire une incidence simple, un peu de radioprotection. Ça sert aux soignants, que ce soit le médecin ou les infirmiers. Moi, dans mon centre médical, c'est l'infirmier qui faisait la radio. Je pense qu'on n'est pas, on n'est pas manip radio et je pense qu'on a plein de petits tips à apprendre pour pouvoir se débrouiller, comme le dentaire, hein. Et effectivement, c'est du même ordre et on espère
et effectivement potentiellement faire un nuage de petites formations aussi, comme ce que fait un peu la wilderness medicine chez les Américains, les gens vont aller explorer ce dont ils ont besoin en fonction de où ils vont et pourquoi faire. Répondra Guillaume, oui, le DU est ouvert aux internes, la preuve, Kathleen en est une. Et donc, il y a ce moment où, voilà, si ça vous intéresse, si vous avez ça dans la pratique, vous pouvez très bien le faire pendant votre internat, ce qui vous donnera déjà un premier aperçu. Effectivement, consolider derrière votre pratique. Je ne sais pas, Kathleen, ce que ça t'a apporté en tant qu'interne, mais je pense que voilà. Bah, franchement, déjà, j'avais trop hâte de retourner aux sessions d'après, donc je pense que c'est un bon indice. Moi, j'ai eu la chance de partager ça avec deux de mes co-internes d'urgence de Lille, donc c'était très chouette. C'est une expérience aussi qu'on a partagée ensemble. Parce que j'ai vraiment adoré, au-delà des cours, c'est vraiment enfin, j'aime ce que je fais, hein, mais je sais aussi que la pratique au quotidien dans un SAU, où parfois il y a souvent bah, un pas de fenêtre, 24 heures de garde et tout, c'est quelque chose que j'appréhendais partiellement pour ma pratique future. Je veux pas faire de mon quotidien du SAU. Et j'aime déjà les choses un petit peu, voilà, j'adore le préhospitalier, je fais aussi de la médecine, de la médicalisation d'événements sportifs. Là, enfin voilà, il y a la réserve à côté, donc j'ai quand même une pratique de la médecine qui est très diversifiée. Et en fait, je me suis rendu compte que je cherchais un peu ce que je trouvais pas pour le coup. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime, c'est exercer une médecine dans un milieu qui est peu habituel, où je peux essayer de faire du mieux que je peux avec tout ce que j'aurais appris pour exercer la médecine comme voilà, avec le plus proche de ce qu'on peut faire de mieux pour les patients avec ce qu'on a. Et en fait, moi, j'ai juste adoré le DU, surtout parce que j'ai rencontré des profils de gens qui étaient très différents de moi et qui avaient cette expérience de pratique en milieu isolé. Et au final, au-delà des cours, au-delà enfin, c'est très intéressant, hein, je dis pas. Hein. Voilà, on a fait de la dentisterie, ce que je ferais très peu dans ma vie et c'est très intéressant. Mais au-delà de ça, il y a vraiment eu les moments d'échange en dehors des cours, avec autour des cafés, le soir autour des bières. Et franchement, mais ça, ces moments-là, c'est des moments qui sont presque pour moi plus précieux que les cours en eux-mêmes, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont juste inspiré et qui m'ont donné envie de m'investir dans quelque chose, ce qui me manquait jusque-là dans l'internat. Je voulais faire un peu d'anesthésie en me disant, ouais, je pense qu'un jour ça me sera très utile. Et pareil pour la médecine générale, sans vraiment comprendre le sens de tout ça. Et en fait, là, je me suis dit, ça fait très un peu gourou hein, quand je dis ça comme ça. Mais en fait, ce qui est génial, c'est le lien avec les gens. C'est pas une secte, hein, rassurez-vous. Mais vraiment, le lien qu'on a créé, franchement, c'est vraiment chouette parce que ça permet vraiment de discuter avec des gens très différents qui ont une pratique de la médecine d'urgence et de la médecine isolée qui est en tout cas moi ce que je recherchais, quoi. Je pense que ça Merci. interroge ça interroge ta curiosité et le DU se veut de ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, bah, dans nos études, on ne nous parle pas de ce type de pratique-là. On ne nous parle pas de cette médecine qu'on peut retrouver, comme tu disais, dans la Creuse ou au fin fond de Ouais, France ou carrément. dans une île, même, voilà, Carrément. c'est Ouessant parce que je suis breton de cœur. Voilà, effectivement, on ne nous parle pas de ça. Et alors là, on me parlait du DU en distanciel. On y pense, on sait bien que ça répond aujourd'hui au fait que les gens ne se déplacent pas, mais on a un peu peur de perdre ce côté échange. Alors peut-être qu'on l'ouvrira avec des gens le feront en distanciel, mais je pense qu'ils perdront peut-être quelque chose qui est de l'ordre effectivement de de ce réseau et de cet échange entre les gens qui ne se fait pas que au travers des cours et qui vont donner aussi la vocation, qui vont faire naître des envies, qui vont rassurer aussi, parce que rencontrer quelqu'un qui a fait ça rassure, et Carrément. dire, bah ouais, moi finalement, je m'interrogeais, je suis venu là pour voir, et ben je vais le faire. Et c'est vraiment aussi ce qui se veut à travers le DU. Bah, super, sur ces chouettes paroles, et je pense que c'est bien la visite du DU de faire découvrir à la fois l'éventail des possibilités d'exercice en dehors des murs du CHU et découvrir aussi de toutes les choses auxquelles on n'aurait pas pensé, sur lesquelles c'est nécessaire de se former ou de se dire qu'on va y être confronté, que c'est vraiment chouette pour avoir cette vue d'ensemble-là, surtout avec les modules pratiques à venir. Donc on va clore sur ça. Merci beaucoup Mathieu, Kathleen pour ces interventions, pour cette discussion autour de débuter son exercice dans ces milieux. À bientôt. Prochain Le webinaire, quand Léa? prochain webinaire normalement d'ici fin août et il devrait porter en collaboration avec SOS Méditerranée en partie sur la gynécologie du coup en milieu isolé avec leur collaboration. On aura 2 intervenants. Voilà.
Ok. Merci Léa pour l'organisation, merci Kathleen pour ce mémoire qui nous a fait naître qui a fait naître ce webinaire. J'étais bien content de t'avoir en plus puisqu'on avait prévu le webinaire et je me dis mais voilà. Et merci à tous d'avoir été présents. Puis on espère vous retrouver à la Soframi ou au DU pour les autres. Parfait. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne À soirée. très bientôt et merci pour votre présence. Et puis, ben, à bientôt.